On se retrouve pour un nouvel épisode des Pincées du Cotentin. Pierre Simon, passionné de l'histoire de la Seconde Guerre mondiale dans le Cotentin, se plie aux règles du podcast. Pierre se livre sur cette période cruciale du Cotentin et sur son attachement au territoire. On vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Pierre. Bonjour. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui à la batterie découplée sur les hauteurs d'Équeurdreville avec une vue imprenable sur la rade de Cherbourg. Comment allez-vous aujourd'hui ? Fort bien, sous un soleil radieux avec une vue extraordinaire. Heureux. Superbe. Donc pour commencer cette interview, je vais vous poser quelques questions en lien avec le Cotentin. Vous choisissez la réponse qui vous convient le mieux et vous pouvez, si vous le souhaitez, nous expliquer pourquoi. Très bien. C'est parti ? C'est parti. Vous préférez le Cotentin en été ou en hiver ? Les deux. J'aime le Cotentin en été pour son climat, pour sa mer, et en hiver pour ses paysages extraordinaires de pluie, de grains qui arrivent. C'est une région qui, du mois de janvier au mois de décembre, est toujours extraordinaire. Vous êtes plutôt plateau de fruits de mer ou produit du terroir ? Plateau de fruits de mer. Randonnée ou sport nautique ? Plutôt sport nautique. Littoral ou bocage ? Littoral. Artisanat ou patrimoine ? L'artisanat, il est bien quand il sert le patrimoine. Cidre doux ou brut ? On déguste un cidre doux ou un cidre brut avec des choses particulières et j'aime résolument les deux. Musée ou plage du débarquement ? Pour bien connaître les plages du débarquement, il serait intéressant de pouvoir passer dans les musées avant ou après parce que les musées donnent vraiment un éclairage spécial sur ces lieux de patrimoine historique. Génial, merci beaucoup pour ces réponses. Je vais vous proposer de vous présenter, de nous dire un peu plus qui vous êtes et de nous expliquer aussi votre lien avec le Cotentin. Alors mon lien avec le Cotentin, c'est que j'y ai vu le jour dans les années 60 à Cherbourg. J'y ai toujours vécu et je me suis toujours intéressé à l'histoire militaire, ayant eu un père qui a commencé sa carrière dans l'artillerie. Et je me suis intéressé, bien évidemment, à l'histoire militaire locale depuis très longtemps. Et ça, en fait, c'est une passion assez dévorante, mais qui est intéressante parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à voir et qu'on ne voit pas forcément du premier coup. Donc vous, ce qui vous intéresse, c'est ça, d'en savoir plus sur pas seulement ce qu'on nous donne, mais d'aller un petit peu plus loin. C'est ça, savoir comment ça s'est passé, le côté humain de l'affaire. Par exemple, quand on voit tous ces bunkers qui ont été érigés ici par les Allemands ou par les Français, c'est intéressant de savoir comment ça a été monté, pourquoi, et en fait, que sont-ils devenus ? Donc aujourd'hui, on va parler plus spécifiquement du Cotentin pendant la Seconde Guerre mondiale. Est-ce que vous pourriez nous repositionner un petit peu le contexte historique dans lequel se trouve le Cotentin au moment de la guerre ? Alors au début de la guerre, en fait, le Cotentin, donc c'est une presqu'île comme tout le monde le sait, s'est trouvé coupé de tout puisque avec l'arrivée des Allemands, en fait, il a fallu que les populations civiles, un peu comme partout en France, fassent un exode vers le sud. Et on s'est vite rendu compte que les troupes allemandes étaient les plus modernes de l'époque en 40. Et on a vu déferler en fait des blindés. Mais aussi des troupes hippomobiles qui se sont vite rendues maîtres du terrain. Et à part quelques petites résistances, notamment au pont de Martinvat, c'est connu, en fait, l'Allemagne s'est vite rendue maître du terrain. Et d'ailleurs, Cherbourg a été déclarée ville ouverte le 19 juin 1940. Comment les villes du Cotentin ont été affectées par la présence allemande ? La présence allemande s'est très très vite faite sentir, notamment par les privations que ça a engendré, puisqu'en fait la population avait du mal à se nourrir et a été rationnée, et il fallait user un petit peu d'astuce pour pouvoir arriver encore à manger. La grande priorité de cette époque-là, c'était la nourriture, pouvoir se nourrir et nourrir sa famille. À ceci près que la population locale pouvait justement utiliser les ressources de la mer jusqu'à un certain moment, puisque toute la zone côtière a été déclarée zone rouge par l'occupant. Il n'était plus question d'aller chercher des crabes ou même des chapeaux chinois sous les rochers ou sur les rochers du Cotentin, et du coup c'était un peu plus difficile.
Beaucoup de gens ici pratiquaient également un petit peu une culture, notamment on pouvait quand même trouver encore des fruits et légumes, on pouvait se mettre à cultiver les rutabagas, c'était la grande mode de l'époque, des légumes de second ordre, on faisait du café avec de la chicorée, on, on détruisait ces mégots pour refaire des cigarettes de façon à pouvoir fumer. Bref, tout manquait. Mais vous pensez que le fait qu'on soit quand même un territoire où la pêche est prédominante, quand même l'agriculture assez forte, a pu aider en effet la population locale à survivre mieux que juste avec le rationnement? Alors oui, la population locale ici, du fait de notre climat bien tempéré, il n'était pas rare que dans le plus petit des jardins, on y fasse un potager de façon à pouvoir se nourrir. Le souci, c'était bien sûr la viande, parce que la viande était accaparée par l'occupant, hein. Le marc était bien plus cher, bien sûr, que le franc qui avait été dévalué. Et du coup, c'était un gros problème d'approvisionnement pour la population locale. Donc on va maintenant parler d'un moment déterminant de l'histoire de la région, la Libération. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment se sont déroulées la libération de Cherbourg et du Val-de-Serre notamment? Alors pour aller vite, on pourrait en parler des heures bien évidemment, mais au matin du 6 juin, puisque ça va parler sûrement aux auditeurs, au matin du 6 juin, je vais parler surtout de l'Est du Cotentin, c'est-à-dire du Val-de-Serre. La 4e division américaine a débarqué et l'objectif numéro 1 des États-Unis et des Alliés en général, c'était le port de Cherbourg, puisqu'on a la chance ici de profiter d'un port à l'époque qui est un port en eau profonde avec la rade la plus grande d'Europe. Elle l'est toujours d'ailleurs. Et ce qui, en fait, a amené les Américains à construire le fameux plan Overlord, qui était l'invasion de la Normandie, avec l'objectif number one, comme il disait, le port de Cherbourg, de façon ensuite à pouvoir approvisionner les troupes. Cette division est partie du 6 juin de la plage de la Madeleine, Utah Beach, qui est connu sous ce nom-là, le nom de code américain. Et du coup, on est remonté par Montebourg, où il a fallu se battre assez longtemps avec les troupes occupantes. Kinéville, pareil. Dès que il y avait un vieux dicton qui disait qui tient Montebourg, tient Cherbourg, c'était la réalité, puisqu'en fait, on s'est rendu compte que dès que le verrou, comme on l'appelle, de Montebourg a lâché, à ce moment-là, les Américains ont pu remonter un peu plus au nord, en commençant d'ailleurs une bataille des haies. C'était terrible, puisque à cette époque-là, le bocage était constitué de haies bocagères avec des champs les uns un peu dans les autres, et à chaque haie, il fallait recommencer le combat à un prix humain terrible, puisqu'en fait, il y a eu des pertes militaires du côté américain. Ils ont vraiment eu du mal à se remettre. Il a fallu attendre un petit peu la relève de façon à pouvoir continuer. Et pour faire vite, donc, la bataille de Montebourg s'arrêtant, les Américains avaient décidé de faire 2 ports artificiels. Pas de chance, le 19 juin, grosse tempête, les ports artificiels n'étaient plus valides. Et en fait, il a fallu voir le tonnage débarqué, par exemple, de matériel militaire, passer de 24 500 tonnes le 18 juin à 2 500 le lendemain. Donc, une urgence pour les Américains de prendre le port de Cherbourg. Les Allemands ont eu le temps de bien le détruire et l'abîmer, de remplir les passes, d'obstruer tous les accès, de pétarder quasi intégralement notre magnifique gare maritime qui maintenant est la Cité de la Mer, un des fleurons du tourisme nord-cotentinois, qui fait que les ports de Saint-Va et de Barfleur ont été utilisés transitoirement en attendant la libération de Cherbourg, qui a eu lieu le 26 juin exactement, mais le génie américain avait une telle tâche qu'il a fallu attendre 6 mois avant vraiment que le port de Cherbourg devienne cette fois-ci, encore une fois, le plus grand port du monde, puisque là on avait un tonnage extraordinaire et une noria de camions, la Big Red Ball, qui partait quasiment jusqu'à Paris et même plus loin, de façon à pouvoir approvisionner l'effort de guerre américain et anglais. Donc la population locale a pu retrouver une vie,
on va dire, proche de ce qu'elle était avant, à peu près à quel moment? Ben, dès l'arrivée des Américains, en fait, cette quasi-famine dans laquelle le peuple vivait a été transformée en opulence avec du chocolat, des cigarettes, des sucreries, de la viande. Et du coup, on a vu que le port de Cherbourg, justement, a pu réussir à assurer son trafic de façon à ce que l'effort de guerre des Alliés puisse continuer jusqu'au Nid d'Aigle, enfin jusqu'à Paris d'abord et jusqu'au Nid d'Aigle, de façon enfin à pouvoir mettre la bête nazie à genoux. Aujourd'hui, on se trouve à la batterie des Couplets, à Équeurdre-Villeneuve, un lieu où il y a des vestiges de la guerre. Donc ces vestiges, c'est aussi la mémoire de ce qui s'est passé dans le Cotentin. Vous, si vous aviez des lieux à recommander pour les auditeurs, des musées ou des sites qui permettent d'entretenir ce devoir de mémoire et de se renseigner également sur l'histoire, quels seraient-ils ? Alors j'ai beaucoup d'amis parmi les musées locaux, je ne voudrais oublier personne. Il y a vraiment énormément de choses à voir. On peut commencer par un des plus anciens, le musée de la Libération à Cherbourg, mais se trouvent des musées extraordinaires un peu partout. Vous avez notamment le Normandy Victory Museum, le Dead Man's Corner Museum, le musée Airborne, bien sûr, qui compte parmi les premiers, plutôt sur l'effort de guerre, cette fois-ci aéroporté, des parachutistes de la 101e et de la 82e Airborne. Et on a des musées qui, pour moi, sont importants et qui sont un petit peu plus discrets. J'entends par là notamment le musée Cobra, qui se trouve à Saint-Sébastien-de-Ré, à côté de Perrier, que je recommande particulièrement parce que c'est réellement un musée sympathique. Et si vous avez la chance que le maître des lieux vous en fasse sa visite, ça devient hyper passionnant. Et en plus, c'est un peu ce que vous disiez, chaque musée finalement aborde aussi l'histoire, un pan de l'histoire de manière différente, donc chacun sont intéressants à leur manière. C'est ça, chaque musée a un peu ses spécificités, ses spécialisations et un petit peu aussi un point de vue différent sur les combats. On pourrait citer aussi bien sûr le musée de Kinéville, qu'il ne faut pas oublier. On en a encore évidemment, je dois en oublier forcément quelques-uns, ils m'en excuseront. Il y a vraiment plein de choses à voir à ce niveau-là et surtout ne pas oublier d'aller voir les lieux des combats, notamment les plages du débarquement, les plages américaines chez nous, Utah et Omaha. Omaha, dite la sanglante, parce qu'évidemment, ça s'est nettement moins bien passé que sur la plage d'Utah Beach, puisqu'ils ont trouvé des défenses terribles. Les troupes alliées avaient la chance d'avoir une couverture aérienne bien plus importante que ne le pouvaient le faire les Allemands, puisqu'il y a un rapport de 1 à 11, je m'explique. Quand vous avez 10 avions allemands, vous en avez 110 américains, ce qui fait qu'en fait, le plan de défense des bunkers qui étaient derrière les plages du débarquement a été complètement chamboulé, puisque bien évidemment, quand les blindés sont arrivés en renfort, ils se sont fait littéralement terrasser par l'aviation alliée qui les a cloués au sol. Et on parlait de devoir de mémoire. Comment on peut entretenir ce devoir de mémoire, notamment auprès des futures générations ? Comment les intéresser à ce pan de l'histoire ? Il faut, à mon sens, bien leur raconter l'histoire, ne rien oublier, ne surtout pas oublier le sacrifice de ces jeunes gens du Connecticut et d'ailleurs qui sont venus mourir sur nos plages pour notre liberté. Si on est libre à l'heure actuelle, c'est encore et toujours grâce à eux. Et ce devoir de mémoire peut surtout aider à leur faire comprendre, à leur faire toucher du doigt que surtout, ça ne doit jamais recommencer. Ça, c'est le plus important. À mes yeux, oui. En tant qu'ambassadeur du Cotentin, vous, aux personnes qui nous écoutent, qu'est-ce que vous pourriez leur dire pour ceux, soit qui sont cotentinois, qui aimeraient redécouvrir leur territoire, ou les visiteurs qui pourraient venir ? Qu'est-ce que vous diriez sur le Cotentin ? Alors le Cotentin se renouvelle à chaque fois, l'histoire étant toujours la même. On a toute une
population d'amateurs d'histoire comme moi qui, en fait, à chaque fois, arrivent à redécouvrir des choses. On a les archives américaines qui se sont ouvertes. On peut chercher un tas de choses déjà sur le net, mais vraiment, vraiment, j'insiste, le mieux, c'est de venir voir sur place. Rien que l'émotion qu'on a en arrivant à Omaha Beach, à la Pointe du Hoc, à Utah Beach, c'est extraordinaire. Ça vous prend les tripes. On ne sait pas pourquoi, mais on se retrouve devant l'histoire et il suffit de très peu d'imagination pour imaginer ce que ça a pu être comme champ de bataille. Pour finir, est-ce que vous auriez une bonne adresse locale, un coup de cœur local à nous partager ? Moi, je recommande un livre « Et la liberté vint de Cherbourg » de Robert Le Rovillois, qui concerne la libération de Cherbourg. Et à chaque fois que j'en ai la possibilité, j'en fais un peu la réclame, comme on disait à l'époque. On a vraiment tout à l'intérieur, justement, pour voir quel choc ça a pu être, notamment pour les armées, mais aussi la population locale du Nord-Cotentin. Eh bien, écoutez, Pierre, je vous dis un grand merci. C'était vraiment très intéressant de plonger un peu dans cette histoire de la Seconde Guerre mondiale dans le Cotentin. J'espère que cet épisode aura donné envie aux Cotentinois et aux visiteurs de venir sur les sites et sur les musées du Cotentin pour découvrir cette histoire. Podcast en Cotentin est un podcast imaginé par l'Office de tourisme du Cotentin et produit par les Cotentinois. Retrouvez tous les épisodes sur vos plateformes d'écoute habituelles ainsi que sur le site podcast.encotentin.fr. Suivez également l'Office de tourisme du Cotentin sur les réseaux sociaux.